vous sont présentés par le tout nouveau coupé CTS 2011 de Cadillac. Cadillac, distinguez-vous. Bienvenue à Grand Reportage. En à peine 12 ans d'existence, Google est devenu le premier moteur de recherche au monde. L'omniprésence de Google dans notre vie est telle qu'on ne parle plus de chercher sur le web, mais de googler. Réunir et fournir la plus grande source d'informations sur la planète, voilà l'ambition première de ce moteur de recherche californien. Mais au fil des ans, son terrain d'action s'est diversifié au point de devenir plus indispensable, plus puissant aussi, et aussi plus inquiétant que jamais. Google serait-il le Big Brother du 21e siècle? Portrait d'une compagnie audacieuse qui n'a pas son pareil. En 1998, une nouvelle compagnie voit le jour. Sa mission, colliger toute l'information du monde et la rendre facilement accessible à tous. La compagnie estime qu'il lui faudra 300 ans pour remplir cette mission. Les compagnies qui ont connu du succès ont commencé en se fixant des objectifs audacieux. Le but que s'est fixé Google de colliger toute l'information du monde était pour le moins audacieux. Nous avons commencé par le web, mais pour nous, cette mission va au-delà du web. Cela va jusqu'à la façon de communiquer, la façon de penser. C'est un univers tellement vaste. Google s'est peut-être imposé au départ comme un simple moteur de recherche, mais avec l'ajout d'applications comme Android, Chrome, Wave, Picasa, Google Apps, YouTube et Google Ocean, ainsi que de son propre téléphone intelligent, la compagnie est devenue un géant de l'Internet. Cette révolution technologique se poursuit tous les jours dans ses centres de développement situés autour du monde. Du même coup, Google s'est transformé en un véritable aspirateur de données numériques. On estime que Google traite environ 20 pétaoctets de données par jour, soit l'équivalent de 130 milliards de photographies ou de 5 milliards de chansons dans un lecteur iPod, par exemple. La compagnie reçoit également plus d'1 milliard de requêtes par jour, et ses recherches laissent toute une trace numérique de chacun des visiteurs sur le site. Un des détails intéressants à propos de Google, c'est qu'il s'agit en fait d'une banque de données de toutes sortes de demandes. C'est une formidable collection de tout ce à quoi le monde peut penser à toute heure du jour et qui fonctionne à partir des requêtes de recherche ou du contenu d'un courriel. Toute institution qui a accès à ces informations détient un pouvoir sur vous et risque également de vous causer du tort. Do you know what this might be? Does anyone know what that is? Les fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page. Wow, okay. I didn't really realize what it was when I first saw it, but this is what helped me see it. This is what we run at the office that actually runs real time, and every one of those rising dots represents probably about 20, 30 searches. Le but avoué est de faire de Google une entité omnisciente. So this session is supposed to be about the future. So I thought I'd talk at least briefly about it. And to do the perfect job doing search, you really have to be smart. In fact, the ultimate search engine would be artificial intelligence. And so that's something we work on. Il peut sembler ironique d'utiliser l'image du célèbre ordinateur rebelle HAL, extrait du film 2001 Odyssée de l'espace, pour promouvoir un message aussi bienveillant. Partly, we want to make the world a better place. If I ruled the world, every day would be the first day of spring.
En 10 ans à peine, Google est devenu un des joueurs les plus importants de Silicon Valley et sûrement le moins conventionnel. Au cours de ces années, Google a cultivé l'image d'une présence imposante, certes, mais non agressive. Cette perception est en voie de changement. Lorsque Google s'est mis à numériser des millions de livres, plutôt que de se réjouir, les auteurs et les éditeurs ont réagi en intentant des poursuites judiciaires pour atteinte à la loi sur les droits d'auteur. Peu après le lancement de Google News, les médias imprimés ont tout de suite condamné l'initiative en accusant Google de détruire leurs revenus publicitaires et de faire plonger leur tirage. Tout comme pour le site YouTube, l'industrie de la musique et de la télévision considère Google comme une menace visant à nuire à leur méthode traditionnelle de financement. Et quand Google s'est mis à photographier des rues, ce fut au tour des partisans à la vie privée de réagir en Europe et au Japon. Quelle que soit l'initiative prise par Google, elle semble inévitablement susciter la controverse. Et quand éclatent ces controverses, Google invoque le slogan corporatif créé par un de ses premiers employés qui n'aimait pas l'idée d'endosser tous les mots d'ordre de la compagnie. J'arrivais de chez Intel et je n'avais plus envie de satisfaire les exigences d'un quelconque slogan commercial. J'étais plutôt intéressé à quelque chose de plus provocateur, de plus déstabilisant pour les gens. Au cours d'une rencontre de travail, je cherchais un thème, mais ce qui m'est venu spontanément, c'est « Ne faites pas le mal ». Quand je suis arrivé au bureau, j'ai cru à une blague, une façon de promouvoir la compagnie à l'interne. Puis un jour, je participais à une discussion sur la publicité et un des ingénieurs, Ron, se met à cogner du poing sur la table et s'écrie « C'est mal !» Soudain, la conversation a cessé. C'est comme si tous les participants voulaient se précipiter sous la table de conférence. Dès ce moment, tout le monde s'est demandé si le changement proposé allait avoir un effet positif ou négatif sur la clientèle. Finalement, nous avons abandonné les changements parce que c'était mal. Ce n'est pas un mauvais slogan, mais il n'est plus aussi pertinent parce qu'il devient de plus en plus difficile de dire qu'il n'y a aucun mal à mener certaines des opérations menées par les fournisseurs de services. On ne parle plus seulement que de recherche. Le moteur de recherche Google est né dans ce formidable laboratoire d'innovation qu'était la Faculté des sciences informatiques de l'Université Stanford. Larry Page et Sergey Brin se sont rencontrés durant leurs études universitaires en 1995. Ils avaient une foule d'intérêts en commun. Leur père était tous deux professeurs d'université et leur mère des scientifiques. Les deux étaient nés en 1973 et dès leur plus jeune âge adoraient tout ce qui touchait aux ordinateurs. Notre programme de doctorat est très exigeant, mais je dois admettre que lors de notre première rencontre, je ne me suis pas dit que je venais de rencontrer la personne la plus intelligente de ma vie. Héctor Garcia Molina a été un des conseillers de Sergey Brin lors de travaux sur le système de recouvrement de données. Ce qui était le plus extraordinaire à propos de Sergey, c'est son âge. Quand il s'est inscrit pour le doctorat, il avait 19 ans. C'est surtout ce que je retiens. Un très jeune homme, déjà très savant et très intelligent. Sergey Brin, né en Russie, était un jeune prodige en mathématiques qui adorait la natation et la gymnastique. Larry Page était l'inventeur qui désirait changer le monde. Ils ont créé leur tout premier moteur de recherche à partir de pièces d'ordinateurs trouvées dans le commerce, dont certaines carrément empruntées à l'université. Une fois leur carte de crédit gonflée au maximum, ils ont eu recours à des solutions ingénieuses pour parer à leurs moyens limités. Larry a découvert alors qu'il lui coûtait beaucoup moins cher de se procurer seulement les disques durs plutôt que les tours au complet. Ils en sont arrivés à construire leurs propres ordinateurs qui stockaient beaucoup plus de données pour le même prix. À l'aide d'une structure composée de blocs jouets de construction et de leur algorithme secret qu'ils baptisent Backrub, les deux jeunes se bricolent un nouveau moteur de recherche révolutionnaire. On pouvait voir immédiatement que le tri des informations était substantiellement supérieur à celui offert par AltaVista. Au milieu des années 90, AltaVista, comme la majorité des autres moteurs de recherche, ne s'attardait qu'au texte en triant les résultats selon le nombre de fois où le mot-clé apparaissait. Le moteur de recherche de Larry et Sergey était beaucoup plus sophistiqué et utilisait un algorithme mathématique qui analysait le nombre de liens intrants et extrants d'un site donné. Plus le nombre de liens est élevé, plus le classement du site est élevé.
La toute première recherche que j'ai effectuée avec Google était pour connaître le taux d'échange de la monnaie canadienne. Google m'a donné exactement l'information que je recherchais sur le taux d'échange canadien, et même si je n'aime pas trop l'admettre, j'ai été carrément soufflé d'obtenir une information aussi précise en aussi peu de temps. Ils ont réalisé que leurs travaux de recherche universitaire ne leur procuraient pas l'envergure dont ils avaient vraiment besoin pour faire décoller ce projet. Ils ont décidé de fonder une compagnie et mettre ce projet au point avant de revenir compléter leurs recherches à l'université. Larry et Sergey s'apprêtent alors à quitter Stanford pour fonder leur compagnie de moteurs de recherche. Ils ont trouvé et enregistré le nom Google, une erreur d'orthographe du terme mathématique Google, signifiant le nombre 1 suivi de 100 zéros. Ils ont fait une présentation de leur travail effectué sur un moteur de recherche et naturellement, comme j'étais intéressé, j'ai voulu me joindre à eux. Google vient d'embaucher son premier employé, Craig Silverstein, un collègue étudiant au doctorat. Au début, nous étions donc 3 et il me semble que nous sommes restés 3 durant une éternité. Il était très important pour nous de travailler dans une ambiance qui nous convenait. Il y a certaines personnes que nous avons refusé d'embaucher, même si elles possédaient toutes les qualités techniques nécessaires, car leur personnalité ne nous convenait pas. Les 3 étudiants en doctorat de Stanford inaugurent leur siège social dans un local mythique de Silicon Valley, un garage. Dès lors, la compagnie prend de l'expansion. Je me suis joint à eux en janvier 1999, soit quelques mois après le début des opérations. Nous étions 4 à l'époque, incluant Larry et Sergey, qui louaient la moitié d'une maison d'un ami qui habitait encore là et qui aujourd'hui est un des vice-présidents de Google. On travaillait tous dans des bureaux ou des chambres à coucher et aussi dans le garage. Je crois qu'il y avait une imprimante là, de même qu'une table de ping-pong, mais on ne retrouvait pas toute la compagnie dans le garage. Nous travaillons carrément dans un garage. Et je me suis assuré que ce soit le cas. Nous y étions peut-être un jour par mois ou 2 mois, mais je tenais à ce que nous occupions ce garage. En fait, je voulais pouvoir dire dans des occasions comme celle-ci que nous avions débuté dans un garage. C'était simplement un garage avec des pièces séparées et une maison en extension. Quand l'espace vient à manquer, Google déménage son quartier général dans un édifice au centre-ville de Palo Alto, en Californie. À l'époque, Palo Alto regorgeait de restaurants et mon but était de manger dans un resto différent chaque soir. En fait, on dînait et on déjeunait tous les jours au restaurant. La compagnie prend rapidement de l'expansion et déménage à nouveau. On retrouve beaucoup moins de restaurants autour des nouvelles installations. Larry et Sergey décident qu'il sera plus efficace d'embaucher un chef attitré. Le candidat choisi avait déjà brièvement cuisiné pour le groupe rock Grateful Dead. Dès le début, ils m'ont offert des actions et j'ai beaucoup hésité. J'en ai parlé à mon père en lui disant « Papa, il y a des types qui veulent me vendre des actions et il s'agit d'une compagnie qui n'est pas encore en bourse. » Et mon père m'a répondu « C'est une arnaque. Ne les crois pas, ne leur donne même pas 10 sous. » Il faudra un certain temps avant que Google ne prouve à son père ainsi qu'au monde entier qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. La compagnie grandissait de jour en jour. Les employés se servaient de leur ordinateur portable comme plateau pour transporter leurs plats. Ils mangeaient et pouvaient ainsi reprendre immédiatement le travail. Contrairement à celle d'autres sites de recherche, la page d'accueil est dégagée et efficace, libre de toute bannière publicitaire irritante ou de menu déroulant. Larry Page et Sergey Brin sont témoins de l'essor que connaît leur moteur de recherche, mais Google ne rapporte toujours pas d'argent et ils n'ont pas de plan de développement pour que Google devienne profitable. Pendant longtemps, nos fondateurs ont résisté à se lancer dans la publicité. Tout a débloqué quand nous avons suggéré de nous en tenir à de simples textes publicitaires, sans images animées ou effets distrayants. Selon le genre de recherche demandé, Google publie de simples liens publicitaires. En octobre 2000, Google se lance dans une nouvelle aventure, la publicité en ligne. Presque immédiatement, l'argent se met à couler à flot et Larry et Sergey subissent de plus en plus de pression de la part de leur premier bailleur de fonds qui souhaite l'embauche d'un président-directeur général d'expérience pour diriger la compagnie. Au bout d'une année de recherche, ils arrêtent leur choix sur un vétéran de l'univers techno, Eric Schmidt. Il a dirigé avec succès les destinées du fabricant de logiciels Novell et auparavant a travaillé chez Sun Microsystems.
Mais plus important encore aux yeux des fondateurs, Eric Schmidt partage avec eux une formation d'ingénieur informatique et un fier tempérament d'entrepreneur. Chez Google, on croit fermement que la créativité émane des entrepreneurs individuels au sein même de la compagnie. Ceux-là même qui ont une idée, mais pas toujours le temps de s'y attarder. Nous avons donc mis sur pied un concept selon lequel chaque technicien est encouragé à consacrer jusqu'à 20% de son temps de travail à des projets qui l'intéressent personnellement et non à des projets qui nous intéressent. Le 23e employé de la compagnie, Paul Buckheit, qui était à l'origine du slogan « Ne fais pas le mal », est également l'ingénieur qui, en une seule journée, a imaginé Gmail, un logiciel de courrier électronique utilisé à l'interne par les employés de Google. Il y a eu beaucoup d'objections à la création de Gmail, notamment qu'il était impossible de faire des profits avec le courrier électronique. On discutait déjà depuis quelque temps de faire de la publicité ciblée. Par exemple, si vous recevez un courriel qui vous parle d'un voyage de ski, vous pourriez recevoir aussi un message publicitaire pour de l'équipement de ski, quelque chose du genre. Il décide de s'attaquer au code informatisé pour voir s'il est possible pour les ordinateurs de Google de parcourir les courriels de Gmail et de suggérer des publicités appropriées. Quand je suis arrivé le lendemain, tout le monde était excité par cette idée, et pas toujours d'une manière enthousiaste. Pour certains, c'était une très mauvaise idée. Ce que je retiens, c'est le débat constant autour du genre de caractéristiques à adopter, autour de l'efficacité réelle de la publicité, et ainsi de suite. Nous avons finalement décidé de tenter le coup et nous avons lancé Gmail un 1er avril. Plusieurs y ont vu une blague. L'addition de publicité ciblée à Gmail en 2004 ne sera pas une blague et participera largement aux bénéfices financiers croissants de Google. En fait, Google s'était transformé en une véritable machine à imprimer de l'argent. Pendant que Google se prépare à son entrée à la bourse, elle doit divulguer un secret jusque-là très bien gardé. La compagnie engrange déjà des profits faramineux. Les analystes de la scène boursière sont pris par surprise et les actions de Google deviennent alors très attrayantes. Le 19 août 2004, dès le premier jour de transaction des actions de Google en bourse, les nouveaux millionnaires se comptent par centaines, sinon par milliers. Ces tout premiers investisseurs et premiers employés de Google venaient de gagner le gros lot. Quant à Larry et Sergey, leur fortune est phénoménale. Il leur a fallu à peine plus de 6 ans pour devenir milliardaires. Google est devenu un des principaux moteurs de recherche au monde. On retrouve même le terme de Google dans les dictionnaires à titre de verbe. Google s'inscrit dorénavant dans la culture populaire et la perception qu'ont les jeunes de Google se situe entre une fête perpétuelle et un paradis pour maniaques de l'informatique. Pas étonnant que Google reçoive plus d'1 million de demandes d'emploi par année. Google reçoit plus d'1 million de demandes d'emploi par année. Toutefois, pour se joindre aux quelques 20 000 membres de la famille à travers le monde, il faut subir une batterie de tests et d'entrevues. Ce soir, à la commission Bastarache, agenda à l'appui, le premier ministre Charest rejette toutes les allégations de Marc Bellemare et démolition à venir de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. De très nombreux citoyens inquiets assistent à une séance d'information. À tout à l'heure, 21h. Demain, au grand reportage. La grande révolution de l'alimentation est bel et bien en marche. Certaines tendances sont déjà à nos portes, tandis que d'autres se pointent à l'horizon. Au grand reportage, demain 20h, sur RDI. Conçue en Allemagne et perfectionnée selon les plus hauts standards, elle a gagné 39 prix dans 20 pays européens. Elle est aussi équipée d'un moteur à la fine pointe et d'une suspension adaptative. Voici la nouvelle Régale 2011. Sportive dans l'âme, elle incarne selon Motor Trend le grand retour de Buick. Belle et fière de vous présenter ce portrait d'entreprise. Quand les affaires vont bien, la vie est belle. Ultramar est le premier distributeur de produits pétroliers au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Chef de file dans son domaine, il offre à sa clientèle une vaste gamme de produits dans le secteur commercial, industriel et au détail. Pour optimiser le service de vente de mazout résidentiel, l'entreprise a implanté le logiciel de gestion de relations clients. Ce système permet au centre d'appel du siège social d'Ultramar d'envoyer une piste à un représentant sur la route à partir de leur réseau privé. Le vendeur reçoit la fiche descriptive du client potentiel avec le numéro de téléphone, la
l'adresse et la consommation d'huile, dont son ordinateur portable, lui permettant ainsi d'effectuer un suivi en quelques minutes seulement. Grâce à cette solution technologique, Ultramar assure un service de vente personnalisé à ses consommateurs de demain. Belle et fière de vous avoir présenté ce portrait d'entreprise. Quand les affaires vont bien, la vie est belle. Man, c'est qui, lui? Inquiète pas, c'est parce que ton père et moi, on est VIP pour la fin de semaine. VIP? On s'en va voir Céline à Vegas! Wow! Pour ses 50 ans, Bro et Martineau vous offre le concours VIP à Vegas. À gagner l'un des 50 week-ends VIP pour deux pour assister au spectacle de Céline Dion. De plus, nous payons la TPS et la TVQ et payé en 50 versements sans intérêt. Ce réfrigérateur est à 599 $. Cet ensemble frontal, 1099 $. Bro et Martineau, avec vous depuis 50 ans. Vous rêvez d'une maison unique et écologique? Modulex est la solution. Modulex manufacture des habitations éco-durables, haut de gamme, éco-énergétiques depuis 1965. Elle s'est bâtie une solide réputation grâce à la qualité de ses constructions et son service impeccable à travers tout le Québec et dans plus de 25 pays. Découvrez nos modèles exclusifs certifiés Nouveau Climat. Contactez-nous 1-800-MODULEX et surveillez nos promotions en ligne sur modulex-international.com. Lundi, les citoyens du Nouveau-Brunswick se prononceront et éliront un nouveau gouvernement. Enjeux, résultats, analyses, réactions et commentaires avec des journalistes et animateurs prêts à vous livrer toute l'information. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée des élections. Pour des résultats rapides et précis, prenez rendez-vous avec Abbé Lantaigne et Michel Brideau pour la soirée des élections au Nouveau-Brunswick. Radio-Canada a prévu l'élection d'un gouvernement. Lundi 19h30 sur RDI. Le Googleplex, comme l'appellent les employés, est conçu pour que ses occupants sentent qu'ils sont les meilleurs et les plus performants. Qu'ils méritent les services offerts en prime, comme les repas gratuits, les massages, l'entretien des vêtements, ainsi que le coiffeur ambulant. Selon moi, Larry et Sergey sont très intelligents et même brillants. Mais leur meilleur coup a été de s'assurer d'être entourés des personnes les plus douées et les plus compétentes possibles. Google reçoit plus d'1 million de demandes d'emploi par année. Toutefois, pour se joindre aux quelques 20 000 membres de la famille à travers le monde, il faut subir une batterie de tests et d'entrevues. Parmi les employés les plus appréciés chez Google, on retrouve tout juste derrière les ingénieurs en informatique, les chefs adjoints de produits. Ce sont de jeunes diplômés qui affichent des résultats hors du commun aux tests d'embauche et à qui on confie d'énormes responsabilités en tout début de carrière. Parmi les dernières recrues au poste de chef de produit, il y a un Canadien, Jeff Harris. Le travail qu'on m'a confié, celui de chef adjoint de produit, a été plus ou moins conçu pour des gens qui possèdent un bon bagage technique, mais qui n'ont pas nécessairement envie de configurer du code toute la journée. Donc, mon travail consiste surtout à rester en contact avec les ingénieurs spécialistes et de m'assurer que tous les ingénieurs travaillent de concert dans le même but. Je viens d'avoir 22 ans. Ce qui est le plus étonnant quand on travaille chez Google, c'est de constater le degré d'ouverture sur l'ensemble de notre travail. Je peux consulter notre site Internet et consulter en détail chacun des projets qui nous occupent. D'une perspective organisationnelle, c'est formidable. Si Google semble opérer en toute transparence à l'interne, elle est, à l'instar de toutes les grandes compagnies de Silicon Valley, extrêmement prudente quant aux informations que peuvent rapporter les étrangers. Que ce soit du code affiché sur un écran de moniteur ou les griffonnages sur les tableaux blancs qu'on retrouve partout dans les bureaux. Nous croyons qu'il est utile d'avoir ces tableaux partout parce que cela stimule la créativité. On peut y dessiner des choses, communiquer des idées et échanger avec d'autres sur ces idées. Il arrive souvent que les employés utilisent leur téléphone cellulaire pour photographier un détail sur un tableau blanc et le distribuer partout par courriel. Ces informations finissent par faire partie de nos notes de réunion. En plus des innombrables tableaux blancs et des aires de restauration un peu partout, ce qu'on remarque aussi dans les bureaux de Google, c'est l'absence de papier.
Nous travaillons la plupart du temps sans papier. Ici, tous les employés ont un ordinateur portable qu'ils amènent avec eux dans les réunions. Ils prennent des notes électroniquement de façon à pouvoir les partager immédiatement avec leurs collègues. En faisant preuve d'un appétit insatiable pour la nouveauté et l'innovation, Google demeure toujours à l'affût. Évidemment, Google ne peut pas tout créer. Nous sommes à la recherche d'innovations technologiques par des petites compagnies que nous pouvons acquérir et qui peuvent bénéficier de la structure de Google. Avec autant d'argent et d'actions en bourse qu'elle le désire, Google arrive à intégrer les compagnies qui l'intéressent. C'est ainsi que YouTube est devenu un produit Google, tout comme Google Earth, Picasa, ainsi qu'un logiciel de traitement de texte basé sur le web appelé Writely. Writely était un logiciel de traitement de texte intégré au furteur. Google l'a remarqué parce que nous avons bénéficié d'un peu de publicité. Google a acheté Writely et embauché ses créateurs pour le développer encore davantage. Avec le temps, Writely s'est muté en Google Docs, un programme de traitement de texte qui déplace l'application et ses données de l'ordinateur personnel jusqu'au serveur de Google. Je n'étais pas là au moment de la fondation de la compagnie, mais selon ce que j'ai compris, on a voulu surtout inclure la perspective des ingénieurs sur le travail. Sous cet angle, l'efficacité est sans doute devenue la mission première de l'ingénieur. La plupart des équipes ont ce rituel chaque matin. On tient une réunion debout. Personne ne doit parler plus d'une minute. Celui qui tient le crayon a le droit de parole. C'est pourquoi ces réunions sont aussi efficaces. En 5 minutes, toute l'équipe est au courant de ce qui se passe. Il y a aussi la réunion de l'équipe de Google Docs qui discute de ses problèmes en prenant sa marche hebdomadaire. C'est intéressant de faire des choses qui changent le monde. C'est pourquoi j'aime travailler chez Google. Nous voulons changer le monde et accomplir de grandes choses. What's wrong with the logarithmic pruning that we do now? The guy was editing for 8 hours and the beginning and the end got pruned. So we're using it. Okay. No, that's cool. That's good. On interagit avec des millions d'utilisateurs. On travaille avec d'énormes banques de données très complexes. C'est un véritable plaisir. Pour les fanatiques de l'informatique, le plaisir a vraiment commencé en 1977 dans un garage de la Silicon Valley lorsque 2 décrocheurs universitaires ont fondé une compagnie qu'ils ont baptisée Apple et lancé une véritable révolution, la révolution de l'ordinateur personnel. La puissance de l'ordinateur de table, accessible à des millions de maisons et de bureaux à travers le monde, a tout changé. Mais aujourd'hui, l'ordinateur personnel a sans doute perdu tout l'attrait de la nouveauté. Google a entrepris de lancer une autre révolution en éliminant le recours à un ordinateur de table. En fait, Google veut importer un maximum de données possibles dans ses propres serveurs. Une des choses que l'on sous-estime, c'est que dès le début, incluant leur passage à Stanford, ils ont été très efficaces à réduire les coûts de fabrication de systèmes informatiques. Ils ont poursuivi dans cette veine en arrivant à disposer d'une puissance informatique formidable à un prix relativement bas. Depuis ses tout débuts, Google a toujours privilégié la fabrication au coût le plus bas de ses serveurs et de ses entrepôts de stockage qui gèrent les innombrables requêtes sur Internet. La croissance d'Internet a entraîné celle de ses capacités à traiter de l'information. Google construit d'énormes centres de traitement de données. Nous utilisons des pièces d'ordinateur personnelles et nous composons une foule de systèmes spécialisés à l'échelle requise. La taille de Google est primordiale. Non seulement la compagnie a-t-elle accès à une puissance informatique quasi illimitée, mais plus important encore, elle a accumulé une colossale masse de données, des informations qu'elle peut utiliser sur une échelle que ne connaissent pas la plupart des jeunes ingénieurs en informatique. Mon collègue de bureau et moi échangions quelques idées à propos de ce qui est plus tard devenu Google Bookmarks. Nous avons effectué quelques calculs et convenu qu'avec 4 pétaoctets de données, ça semblait convenir. En parlant de 4 pétaoctets d'une manière aussi détendue, j'ai réalisé que jamais avant d'entrer chez Google, je n'aurais osé prononcer un tel chiffre.
Ces 4 pétaoctets si impressionnants équivalent à 4 millions de gigaoctets, soit des nombres tellement effarants que les pauvres mortels que nous sommes n'arrivent pas à les concevoir. Alors que le stockage de données augmente en puissance et que les prix chutent, Google se dirige vers le cloud computing, ou informatique dans les nuages. Le principe de l'informatique dans les nuages consiste à tout entreposer dans un serveur géré par des professionnels. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tout stocké dans son ordinateur personnel. On l'échappe, il se brise, on efface des données et c'est le désastre. Pourquoi ne pas conserver des documents importants ailleurs, dans un endroit sûr et que l'on peut contrôler? Toute cette information est disponible à la demande à partir de n'importe quel instrument et partout où on se trouve. Cette mouvance vers les nuages entraîne une nouvelle révolution dans notre façon de communiquer, de travailler, de s'amuser et, pour tout dire, de vivre. Les gens se demandent ce qui va advenir de leur information personnelle, leur dossier bancaire, leur dossier médical s'ils sont stockés quelque part. Il faudra bien faire confiance à celui qui les gère pour qu'il les utilise à bon escient. Cette mouvance vers les nuages va-t-elle permettre au gouvernement et aux grandes corporations d'avoir accès secrètement à des données nous concernant? La croissance de l'Internet en Chine est stupéfiante. En 2009, ces 338 millions d'utilisateurs excédaient la population entière des États-Unis. C'est maintenant à son tour d'être entendu. Dans le cadre de la commission Bastarache sur le processus de nomination des juges au Québec, Jean Charest témoigne en direct. Soyez de l'audience. À suivre demain, 9h, sur RDI. Il guide. Il divertit. Il s'ajuste. Il tire. Il voit. Il appelle. Et il trouve toujours sa place. Plus au mètre cube. Voici le terrain, le nouveau multisegment compact de GMC. Sophie et Jean-Pierre sont de bons clients des hôtels Villégia depuis qu'ils se sont mariés dans le plus beau des décors, ici au manoir Saint-Castin. Et c'est tellement beau qu'ils y reviennent toujours. Le manoir Saint-Castin, un hôtel Villégia. Pour les affaires, Simon et Jean-Pierre choisissent toujours le Manoir des Sables, un hôtel Villégia. Entre les réunions, ils s'accordent des petites pauses. Et les petites pauses, il y en a pour tous les goûts. Le Manoir des Sables, un hôtel Villégia. Jean Charest nie les allégations de Marc Bellemare qui lui reproche d'avoir approuvé des nominations partisanes de juges. Le directeur général des élections du Québec, Marcel Blanchet, quittera ses fonctions le 31 décembre. Stephen Harper est en croisade à l'ONU pour décrocher un siège au Conseil de sécurité pour le Canada. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, Barack Obama a plaidé pour un accord de paix au Proche-Orient. Le ministre de la Santé veut rassurer la population après l'annonce de la démolition de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Ginette Boivin est condamnée à 68 mois de prison pour conduite avec facultés affaiblies causant la mort d'un cycliste. Et une mosquée préfabriquée partie de Winnipeg est arrivée à Inuvik dans les territoires du Nord-Ouest. Du nouveau dans La Semaine. Top Loisirs, votre top guide pour vous divertir. La Semaine, votre top magazine. À la une, spécial prix Gémeaux. 40 pages de photos. Les couples, les gagnants et en exclusivité, le party privé et les coulisses du gala. Bonne semaine. Tu vois le couple là-bas? D'après moi, il y a 21,3 % de probabilité qu'ils aient des placements de la Standard Life. Il y a 83 % de probabilité qu'ils sourient en l'ouvrant. Et il y a 0,00006 % de probabilité qu'ils se fassent enlever par des extraterrestres. Ah. Au moins, leur argent va être en bonne main pendant son absence. Demandez à votre conseiller autorisé ce qu'un placement Standard Life peut faire pour votre retraite. Il y en a du choix. Hein? Poésie, art numérique, théâtre. Je te dis qu'il y en a qui se gênent pas. Hein? Juste parce que c'est à volonté. 3 jours comme ça va être beau. Oh! Des DJ! Oh, ils ont l'air bien! J'aime pas bien ça, des DJ, moi. T'as jamais essayé? Penses-tu? Oui. Les Journées de la culture. Du 24 au 26 septembre, c'est Culture à volonté. Dans la vie, chaque pas dépend de notre cœur.
Becel est un ajout excellent à un mode de vie sain. La margarine Becel contient 80% moins de graisse saturée que le beurre. C'est un moyen facile de contribuer au mode de vie sain de votre famille. Becel, aime ton cœur. Du jamais vu. 1 million de dollars à gagner. Avec les lettres chanceuses. La semaine, votre top magazine. À la une, spécial prix Gémeaux. 40 pages de photos. Les couples, les gagnants et en exclusivité, le party privé et les coulisses du gala. Bonne semaine. Si les données numériques de tous les utilisateurs sont stockées peu à peu dans des nuages informatiques, où se situent donc ces fameux nuages? Un d'eux se trouve au pied des montagnes Blue Ridge, en Caroline du Nord. Cette région a déjà été le centre national de fabrication de meubles des États-Unis. Mais dans les années 90, la main-d'œuvre bon marché de pays d'outre-mer a eu raison des emplois et causé un désastre économique dans une région dévastée, mais très riche en électricité. Or, il se trouve que les centres de stockage de données informatiques soient de voraces utilisateurs d'électricité pour faire fonctionner les serveurs et refroidir de grandes quantités d'eau utilisées pour la réfrigération. La ville de Lenoir disposait des deux en abondance. En 2005, Google s'amène donc ici, mais toute l'opération demeure secrète. Du point de vue de Google, du moins c'est ce que je comprends, la course à la construction de ces centres de données était à ce point compétitive et l'information tellement vitale qu'on voulait qu'aucun de leurs rivaux ne sache ce qu'ils faisaient. TJ Rohr est avocat et membre du conseil de ville de Lenoir. Il a été impliqué dans des négociations secrètes avec Google. Ils ont fait part d'informations qu'ils n'ont divulguées à personne d'autre. Les gens de Google n'y sont pas allés par 4 chemins. C'était leur façon de faire ou rien. À prendre ou à laisser. Désespérés, les élus locaux étaient plus qu'heureux de paraffer une entente qui amenait Google au sein de leur communauté éprouvée. Ils lui ont offert un congé de taxes de 30 ans sur les immeubles et l'équipement. Cette entente est évaluée à 165 millions de dollars répartis sur une période de 30 ans. Ces entrepôts numériques qui coûtent 600 millions de dollars pièce crachent un flot continuel de données. Ici se retrouvent les courriels, les photographies, la musique, les vidéos, les cartes géographiques, les recherches qui ont fait de Google un géant de la collecte de données. Google ne divulgue pas le nombre de ses centres de serveurs qu'elle entretient à travers le monde, mais la rumeur veut qu'il en existe environ 3 douzaines répartis sur la planète. Tous reliés numériquement et tous bien ancrés sur la terre ferme. Mais cela pourrait bien changer. Google a déposé depuis peu une demande de brevet pour établir ses centres de données en pleine mer. Grâce à la plus récente technologie basée sur l'énergie des vagues, les serveurs de Google seraient scellés dans des contenants hermétiques. On espère ainsi économiser sur les frais d'opération et bien sûr, cesser de payer d'onéreuses taxes commerciales sur l'immobilier. Le prototype final n'est pas encore au point, mais en matière de technologie de pointe, Google aime bien procéder rapidement. Cela n'a toutefois pas empêché Google de bien prendre son temps avant d'ouvrir un bureau en Chine. La croissance de l'Internet en Chine est stupéfiante. En 2009, ces 338 millions d'utilisateurs excédaient la population entière des États-Unis. C'est un marché en pleine explosion, un marché compliqué par la censure gouvernementale. Nous sommes venus tard en Chine. Nous sommes venus tard parce que nous étions inquiets de leurs lois sur les contenus. Pour que Google obtienne le droit d'ouvrir un bureau en Chine, il lui a fallu accepter de bloquer certains résultats de recherche. Le gouvernement chinois décide qui il laisse traverser sa muraille par feu. Pour diriger Google en Chine, ils font appel à Kai-Fu Lee, l'ancien directeur exécutif de Microsoft pour la Chine. Kai-Fu Lee se retrouve dans le rôle de Noogler, le terme qui désigne les nouveaux employés de Google. Quand je me suis joint à Google, j'ai vécu un véritable choc. Je crois que c'est une combinaison d'éléments, des valeurs de Google et de la jeunesse et l'enthousiasme de cette compagnie.
J'ai pour mandat de rapprocher le plus près possible la culture de l'entreprise en Chine à celle qui prévaut dans les bureaux de Google à Mountain View. Mais c'est impossible d'y parvenir complètement, parce que les cultures américaines et chinoises sont si différentes. Rien ne distingue plus ces deux cultures que le profil des utilisateurs d'Internet. L'utilisateur moyen d'Internet en Chine a 25 ans, contre 42 ans aux États-Unis. L'écart est considérable et les habitudes d'utilisation sont aussi très différentes. Parce qu'ils sont plus jeunes, les Chinois préfèrent le divertissement, les jeux, la musique, les vidéos et effectuent moins de recherches ou d'achats en ligne. Par conséquent, quand ils utilisent le web, ils veulent une interface très dynamique, très excitante, plutôt qu'un espace plus simple. Les cafés Internet sont remplis de jeunes gens à qui on ne permettait pas de jouer à ces jeux ou regarder ces vidéos à la maison. Ce qui ne semble toutefois pas interdit ni ici ni à la maison, c'est le téléchargement illégal de musique. Nous avons remarqué que la plupart des utilisateurs chinois d'Internet téléchargent de la musique piratée ou illégale via d'autres moteurs de recherche, et c'est devenu pratique courante. Je crois que la plupart des utilisateurs sont persuadés qu'ils ont tout à fait le droit de le faire. Nos efforts pour tenter d'imposer des frais d'utilisation ou même d'instaurer un mécanisme d'abonnement se sont heurtés à une fin de non-recevoir. Les ingénieurs et chefs de produits ont alors utilisé leur 20% de temps ouvrable pour mettre au point Google Music, une application de téléchargement gratuit qui a reçu l'approbation des grandes maisons de disques. Nous espérons avoir trouvé une formule qui sera non seulement efficace et populaire, mais qui sera aussi profitable pour l'industrie de la musique, nos partenaires, et bien sûr, pour nous. Tandis que le gouvernement chinois semble tolérer le piratage de musique, il fait preuve de moins de patience à l'endroit de Google, accusé récemment de propager de la pornographie. Pour bien manifester son déplaisir, le grand pare-feu bloque comme il l'entend le moteur de recherche de Google. Google est enregistré en Chine, nous devons donc obéir aux lois chinoises. Nos employés sont des citoyens chinois. Ils doivent obéir aux lois chinoises, où qu'ils soient. Obéir aux lois chinoises signifie que toutes les requêtes émanant de l'intérieur du pays pour des sujets comme Falun Gong, l'indépendance du Tibet ou les manifestations de la place Tiananmen produisent des résultats bien différents de ceux qui apparaissent sur les écrans à l'extérieur de la Chine. C'est ainsi que tout a fonctionné durant 4 ans, jusqu'en janvier 2010, où Google a annoncé qu'elle cesserait de censurer les résultats de ses recherches en raison d'une cyberattaque majeure lancée de l'intérieur du pays. L'attaque visait les droits de propriété intellectuelle de Google ainsi que les comptes Gmail des militants chinois pour les droits humains. Pendant que la Chine insiste pour faire respecter ses lois, Google prévient que si les négociations avec le gouvernement chinois n'arrivent pas à faire accepter un moteur de recherche non censuré, elle devra mettre un terme à ses opérations en Chine. Toutefois, il n'y a eu aucune discussion avec le gouvernement des États-Unis lorsque, peu après le 11 septembre 2001, Washington a adopté des lois l'autorisant à exercer une surveillance très large et sans précédent sur les activités informatiques de ses citoyens. Et ces pouvoirs sont maintenant très étendus. Ils vont de l'accès au dossier de crédit des individus à celui des données privées de communication, jusqu'à pouvoir envoyer une lettre à tout détenteur d'informations numérisées de révéler tous les détails concernant un individu sans jamais le prévenir. Voilà le véritable but d'une lettre sur la sécurité nationale. Au Centre sur la confidentialité de l'information électronique, à Washington, le directeur Mark Rothenberg s'inquiète de la migration de toute cette nouvelle information numérique vers les nuages des centres de données informatiques. Je ne dis pas que le gouvernement ne devrait pas avoir accès à cette information selon les circonstances. En fait, dans certains cas, il est vital de poursuivre les malfaiteurs et les criminels. Mais nous avons besoin de supervision, d'imputabilité et de transparence. L'inconvénient avec l'informatique dans les nuages, c'est qu'elle facilite grandement le travail du gouvernement s'il décide de surveiller secrètement, sans que les principaux intéressés ne s'en doutent, leurs fichiers personnels et leurs dossiers d'affaires.
J'ai demandé à des gens chez Google de fournir simplement des statistiques sur le nombre de citations à comparaître et de mandats qu'ils reçoivent chaque mois. Rien d'autre à divulguer, pas de nom, rien d'autre sinon un chiffre. Combien en recevez-vous? Ils n'ont pas apprécié ma suggestion et l'ont rejeté du revers de la main. Tandis que le rouleau compresseur de Google continue de numériser tout ce qui se trouve sur sa route, il fait de nouveaux partenaires. La ville de Washington a choisi d'abandonner peu à peu la suite Microsoft Office pour adopter un ensemble d'applications de Google. L'offre de Google d'une association moins chère, plus sûre et plus conviviale a eu raison de leurs hésitations. La question de confiance est cruciale à notre marque de commerce. Si Google trompait cette confiance, évidemment, la presse nous assassinerait. Et puis, du jour au lendemain, les gens ne fourniraient plus d'informations. Nos revenus plongeraient. Ce serait terrible pour notre compagnie. Terrible pour eux. Nous prenons cela très au sérieux. Certaines personnes sont sceptiques devant la naïveté de notre altruisme, devant notre véritable résolution à fournir des produits qui améliorent la vie des utilisateurs. Ils s'imaginent que nous avons un plan secret pour contrôler le monde. Qu'est-ce que je peux dire? Nous venons tous d'un milieu universitaire et ce n'est pas notre philosophie. Avec presque 20 000 employés à travers le monde, Google commence à voir partir ses premiers employés qui veulent à leur tour participer au prochain grand événement. Ce soir, à la commission Bastarache, agenda à l'appui, le premier ministre Charest rejette toutes les allégations de Marc Bellemare et démolition à venir de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. De très nombreux citoyens inquiets assistent à une séance d'information. À tout à l'heure, 21h. Vous investissez pour l'avenir, ce qui est excellent. Mais est-ce qu'investir en se basant sur le pif de quelqu'un, c'est la bonne chose? Après tout, une estimation éclairée demeure une estimation. Pourquoi prendre des risques? Ça vous ressemble pas? Avec les fonds à visée ING Direct, vous n'y allez pas au hasard. Vous investissez sur l'ensemble du marché, ce qui réduit les risques parce que votre portefeuille est diversifié. Et puisqu'il s'agit d'ING Direct, vous économisez sur les frais de gestion, ce qui laisse plus d'argent dans votre fonds où il fructifie. Combien d'argent de plus? Disons que vous investissez 10 000 $. Eh bien, vous économiserez environ 170 $ par an, ce qui à long terme peut ajouter plus de 2 600 $ à votre placement. Quand vous investissez pour votre avenir dans les fonds à visée ING Direct, vous réduisez les risques, vous payez moins de frais et tout cet argent en plus reste dans votre fonds afin qu'il fructifie. Ça vous ressemble. Investissez pour le meilleur et pour l'avenir. Visitez le site web ou appelez parce que c'est votre intérêt qui compte. Chez Intact Compagnie d'assurance, on pense que pour bien vous protéger, on doit se mettre à votre place. Si votre maison était soudainement endommagée, que souhaiteriez-vous? Obtenir de l'aide, immédiatement. C'est pourquoi si jamais ça vous arrive, vous pouvez nous appeler 24 heures par jour et dans les 30 minutes suivant votre appel, on enclenchera le processus qui vous aidera à repartir du bon pied. C'est le genre de compagnie d'assurance que vous aimeriez? Alors parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied. Communauté à la une. Toutes les semaines, lisez les nouvelles qui vous concernent vraiment. Hebdo-Québec, l'Association des journaux locaux du Québec. Mardi,
Il y a 10 ans mourait Pierre Elliott Trudeau. L'ancien premier ministre revient sur un épisode marquant de la vie politique du pays, le rapatriement de la Constitution du Canada. Les grands reportages, mardi 20h sur RDI. Aujourd'hui, Google doit se préoccuper d'un groupe de jeunes compagnies prêtes à changer le monde de la recherche. Abandonnant le concept original de Google, d'un puissant moteur de recherche, ils envisagent la recherche d'un angle tout à fait différent. Ils veulent harnacher le pouvoir de ce qu'on nomme maintenant la sagesse des amis. Je crois que c'est ce qui va définir pour de nombreuses années à venir la nature de l'Internet et du monde. Pourquoi certains des principaux protagonistes des réseaux sociaux qui sont d'ex-employés de Google sont-ils déterminés à défier leur ancien employeur? Avec presque 20 000 employés à travers le monde, Google commence à voir partir ses premiers employés qui veulent à leur tour participer au prochain grand événement. Dans le quartier Market de San Francisco, une toute jeune compagnie s'inspire directement de la structure interne de Google. Plusieurs de ses fondateurs sont d'ailleurs d'ex-employés de Google. Mais leur compagnie, Aardvark, veut aller au-delà de ce que fait Google et révolutionner le concept même de la recherche en ligne. Nous appelons ça de la recherche sociale. C'est une notion qui implique la recherche de la bonne personne à un moment précis. On ne veut pas obtenir sa biographie, mais plutôt interagir avec cette personne pour qu'elle nous vienne en aide sur le champ. L'information n'est pas toujours bien structurée sur une belle page web, mais il se trouve sûrement quelqu'un quelque part qui connaît la réponse. Nous faisons tous partie de réseaux sociaux et Aardvark est un outil qui permet d'accéder à ces connaissances. Non loin de là, dans un parc industriel anonyme de Silicon Valley, on retrouve une autre jeune compagnie composée d'anciens éléments de premier plan de Google, dont Paul Buchheit, celui-là même qui est à l'origine du célèbre slogan « Ne fais pas le mal ». Leur compagnie, appelée FriendFeed, développe un nouveau réseau social qui partage et tient à jour toutes les préférences de vos amis en matière de musique, de lecture et d'échange sur le Web. Aucun de nous ne sait ce qui va se passer dans l'avenir. C'est ce qui rend le lancement d'une nouvelle compagnie amusant. Dans une grande compagnie, on peut facilement prédire ce qui va se passer l'année suivante. Dans une nouvelle compagnie, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. L'année prochaine pourrait couronner un énorme succès ou une faillite retentissante. Google a bien envisagé l'acquisition de FriendFeed, mais avant que la nouvelle compagnie n'atteigne ses 2 ans d'opération, elle a été avalée par le phénomène des réseaux sociaux qui est devenu Facebook pour une somme estimée à 50 millions de dollars. Facebook, fondé par un décrocheur de l'université Harvard en 2004, a connu une croissance fulgurante et constitue un véritable défi pour Google, tout en attirant un nombre surprenant de ses employés. Je crois que le fait de quitter Google pour venir chez Facebook montre bien à quel point je suis convaincu de l'importance de la mission de Facebook. Facebook, de même que Twitter, sont actuellement les réseaux sociaux les plus performants. Ils ont réalisé que les recommandations basées sur les préférences d'amis constituent un outil de recherche bien étranger au monde froid des algorithmes de Google. Pour la plupart des personnes à l'extérieur de l'univers des ingénieurs, le monde est composé de relations. Il est fait de connexions avec d'autres personnes et sous ce rapport, Facebook se pose vraiment comme la prochaine étape technologique d'importance dans l'évolution des choses. Google s'était pointé dans le marché des réseaux sociaux avec un outil du nom d'Orkut. Malgré une popularité indéniable en Inde et en Amérique du Sud, Orkut n'a pas réussi à attirer l'importante clientèle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Google ne s'est pas vraiment impliqué dans les réseaux sociaux et c'est partiellement en raison de la personnalité de ses cofondateurs. Ce sont des ingénieurs pour qui les conversations anodines entre amis ne sont pas prioritaires. La priorité est d'obtenir de l'information du monde scientifique. Évidemment, le monde s'est tourné vers Facebook et Twitter. Et chez Google, on s'est dit qu'on avait aussi les connaissances techniques pour faire la même chose. Nous pouvons incruster une forme de Twitter dans Gmail, on peut incorporer des éléments de Facebook. Mais le cœur de la compagnie n'y est pas. Ce n'est pas la vocation de Google. Google, c'est de l'information, toute l'information du monde.
Google est vraiment persuadé que l'accumulation de l'information va engendrer des bénéfices incroyables pour la société. La compagnie croit fermement qu'elle va trouver des façons d'utiliser ces données pour améliorer nos vies, pour faciliter nos vies, pour prendre des décisions plus efficaces. Ils en sont intimement convaincus. Par exemple, avec Flu Trends, son outil pour assurer le suivi d'une épidémie, ils croient qu'en traquant les manifestations de toux ou d'autres symptômes, ils arriveront à détecter une épidémie de grippe, à faciliter des interventions médicales et ainsi réduire le nombre de victimes et à sauver des vies. Lorsque Google a procédé à son offre initiale d'achat en bourse, Larry et Sergey ont écrit une lettre personnelle soulignant leurs attentes pour l'avenir de leur compagnie. « Google n'est pas une compagnie traditionnelle », écrivent-ils. « Nous n'avons pas l'intention d'en devenir une. » La mission de Google de colliger toute l'information du monde et de la rendre accessible et utile en moins de 300 ans l'a mené beaucoup plus loin que la simple recherche de sites Internet. Qu'il s'agisse de photographier les rues, de numériser les livres du monde entier, de transformer nos outils mobiles en portail Internet ou de compiler les vidéos de la planète entière dans son propre nuage, Google constitue un phénomène technologique. Toutefois, son avenir repose sur une base qui n'a rien de scientifique, la confiance. Confiance qu'elle réussira à protéger nos données à la fois des gouvernements et des pirates, confiance qu'elle n'utilisera pas nos informations à mauvais escient, confiance qu'elle respectera toujours son slogan « Ne fais pas le mal ». Dans un instant, à la commission Bastarache, Jean Charest rejette toutes les allégations de Marc Bellemare et la démolition à venir de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Le ministre Bolduc tente de rassurer les nombreux citoyens inquiets. À tout de suite. Sur radiocanada.ca info, chacun fait sa route. Qu'est-ce qui vous fera réagir? Quelles nouvelles partagerez-vous? radiocanada.ca info, le site le plus complet. C'est maintenant à son tour d'être entendu. Dans le cadre de la commission Bastarache sur le processus de nomination des juges au Québec, Jean Charest témoigne en direct. Soyez de l'audience, à suivre demain 9h sur RDI. Depuis des générations, on habite et travaille ces immenses terres de nos mains. Pour vous, de tous les coins du Québec, beau temps, mauvais temps, des plus petits aux plus grands, on la chérit et on l'aime pour qu'elle protège le fruit de notre dur labeur. L'amour de la terre unit des milliers d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont à cœur de mettre avec fierté sur votre table des aliments de qualité et ce, dans le respect de l'environnement. C'est notre culture. Avec vous, une chance qu'on s'aime. Une journée dans la vie du pays. Au National, ce soir, la marée noire dans le... Au bulletin de nouvelles, le National. En semaine 22h30 sur RDI. Maison La Prise, je t'aime. Commission Bastarache, le premier ministre Charest nie en bloc toutes les allégations de Marc Bellemare. Si j'ai mon ministre de la Justice assis en avant de moi, qui me raconte qu'il y a des pressions pour nommer un juge, je m'en serais rappelé. G8 et G20, des millions de dollars en pièges à moustiques, toilettes portables, chambres d'hôtel. Ce soir, nous sommes à Baie-Saint-Paul où 400 citoyens inquiets du sort de leur hôpital posent des questions au ministre Bolduc. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean Charest a taillé en pièces le témoignage de Marc Bellemare à la commission Bastarache. Le premier ministre nie avoir discuté de pression partisane sur la nomination des juges avec l'ancien ministre de la Justice.
Un témoignage qui s'ajoute à celui de Franco Fava, qui maintient n'être jamais intervenu auprès de Marc Bellemare. José Thibault.